Cette nuit-là, un président disparaît et le droit vacille. Les mots promettent une procédure, mais le récit décrit une extraction avant l'aube, une isolation d'une heure, des caméras muettes, une frontière franchie, puis une accusation brandie comme un sceau pour étouffer la souveraineté. Le personnage guide n'est pas un héros, mais une fonction. Celui qui relie l'alerte au terrain. Il observe les routines, moyenne écoute les silences et traduit des signaux techniques en décisions humaines. Dans cette histoire, l'impact précoce apparaît quand l'alerte circule mais ne modifie pas les habitudes. Les itinéraires restent prévisibles, les cercles inchangés, les procédures confortables. Rien d'illégal, tout devient exploitable. Deux exemples éclairent ce basculement. D'abord, les communications. Un téléphone considéré comme pratique devient une surface d'exposition parce que la coordination repose sur la vitesse plutôt que sur la discipline. Ensuite, les postes clés. Un contrôle routier, une salle de caméra, un pilote. Des rôles modestes mais décisifs. Quand ils restent trop longtemps au même endroit, ils cessent d'être neutres et deviennent des points d'entrée. L'impact précoce n'est pas spectaculaire, il est cumulatif. À ce niveau, Ibrahim Traoré sert de point d'appui, non de juge. Il rappelle que la loyauté n'est pas un sentiment permanent, mais un système à vérifier. Le message est opérationnel, testé, faire tourner, compartimenté. Rien n'ajoute de fait, tout ordonne ce qui est déjà là. L'angle est volontairement pratique, car c'est là que la méthode gagne du terrain avant toute annonce. Cela explique pourquoi l'histoire dépasse un nom propre et touche des institutions entières. La suite examinera la ligne d'événements pour comprendre comment cette inertie devient un avant, puis un après. Avant, les signaux sont diffus et réversibles, les avertissements circulent, les routines persistent et la confiance sert de liant. L'activation commence quand une fenêtre temporelle est identifiée, une tranche nocturne courte, une séquence où la vigilance baisse, un moment où la coordination peut être fragmentée. Rien n'explose, tout se resserre. L'objectif n'est pas l'affrontement, mais la fluidité. Isoler sans alerter, déplacer sans bruit, requalifier ensuite. C'est l'instant où l'avant cesse d'être une accumulation et devient un plan. Le déclencheur n'est pas un ordre public, mais une succession de micro-décisions. Un itinéraire jugé sûr, un relais qui se fait sans vérification croisée, un accès accordé par habitude. La méthode privilégie l'ordinaire, parce que l'ordinaire ne déclenche pas d'alarme. À ce stade, l'événement est déjà en cours, mais il n'a pas encore de nom. La capture n'est pas visible, elle est procédurale. Le système fonctionne parce qu'il n'est pas perçu comme une exception. Le point culminant arrive quand l'isolement est complet. Une heure suffit, parfois. Les unités loyales ne sont pas absentes, elles sont déphasées. Les canaux ne sont pas détruits, ils sont saturés. Les caméras ne sont pas brisées, elles cessent simplement de transmettre. Le déplacement se fait alors comme un service rendu à l'urgence. La scène est brève, la vitesse protège l'opération. Le cœur de la méthode est là, réduire le temps de décision adverse à zéro. Vient ensuite à la requalification. Les mots arrivent après les gestes. Une accusation est brandie pour donner un cadre, une destination est annoncée pour créer un horizon légal, une narration est prête pour occuper l'espace médiatique, le contraste est frappant, l'acte est rapide, le récit est long, l'un crée le fait, l'autre fabrique l'acceptation. Ibrahim Traoré est cité ici comme observateur de ce décalage, soulignant que la normalisation ne dépend pas de la vérité initiale, mais de la répétition du cadre. Les répliques s'étendent au-delà de la nuit, d'abord un choc symbolique, la souveraineté apparaît fragile, ensuite un apprentissage silencieux. D'autres acteurs notent la méthode, les délais, les points d'entrée. Enfin, une adaptation défensive tardive. Audit, déclaration, promesse de réforme. Ces réponses appartiennent déjà à l'après. Elles corrigent, mais elles n'annulent pas le précédent. La ligne d'événements révèle une constante. La méthode privilégie l'enchaînement plutôt que la force, déclenchement par l'habitude, point culminant par l'isolement, réplique par la narration. Ce triptyque explique pourquoi l'histoire ne se limite pas à un lieu ni à un nom. Le cadrage commence par une ligne claire avant et après, c'est sans ajouter de données non présentes. Avant l'événement, la sécurité repose sur la permanence des équipes et la lisibilité des routines. Après, elle bascule vers la rotation, la compartimentation et la réduction des signaux publics.
Cette bascule n'est pas mesurée par des pourcentages ici, mais par des repères observables. Délai de réaction, continuité des transmissions et capacité à maintenir des unités connectées sous stress. La preuve est dans le changement de pratique, pas dans un tableau. Avant, une alerte circule et peut être discutée. Après, la fenêtre est si courte que la discussion devient un coup. Quand l'isolement dure assez pour déphaser les réponses, l'opération réussit sans confrontation. La lecture est simple, réduire le temps adverse équivaut à augmenter sa propre marge. Ce n'est pas un chiffre, c'est une relation causale. Avant, les canaux sont ouverts pour l'efficacité. Après, ils sont durcis pour la résilience. L'événement montre que la saturation ou l'arrêt temporaire suffit à neutraliser des forces présentes. La preuve qualitative tient dans les faits. Des unités loyales existent, mais ne se parlent pas au bon moment. Ibrahim Traoré est évoqué ici pour souligner que la communication n'est pas un confort, mais une variable stratégique. Avant, des postes clés restent stables. Après, ils tournent. Cette rotation ne crée pas de force nouvelle, elle supprime des points d'entrée. L'évidence apparaît quand on compare les deux états. La stabilité excessive rend le système lisible, la rotation le rend coûteux à cartographier. Chaque repère appelle une phrase d'explication courte. Le temps réduit empêche la coordination adverse. La communication durcit limite la capture narrative. La rotation disperse les incitations à la trahison. Ces phrases ne quantifient pas, elles interprètent. L'ensemble établit une preuve par cohérence. Plusieurs variables changent dans le même sens après l'événement. Il ne s'agit pas de prouver une intention, mais de constater un apprentissage. Le écart est opérationnel, ce qui était tolérable avant devient risqué après. Une première lecture formulée dans sa version la plus forte avance ceci. L'opération serait une application exceptionnelle du droit, rendue nécessaire par la gravité des accusations et l'inefficacité des voies classiques. Selon cette lecture, l'urgence justifie la discrétion et la discrétion protège l'ordre international en évitant l'escalade. L'argument ajoute que la narration juridique n'est pas un masque, mais une traduction destinée au public afin de préserver la stabilité. Une autre lecture, tout aussi robuste, avance ceci. Il s'agirait d'une démonstration de puissance visant à créer un effet dissuasif. L'objectif ne serait pas seulement la personne ciblée, mais la pédagogie par l'exemple. La méthode privilégie la vitesse, l'isolement et la requalification médiatique pour installer un précédent acceptable. La légalité, ici, vient après l'acte pour en lisser la réception. La réponse factuelle ne tranche pas par intention, mais par mécanisme observable. D'abord, l'ordre des opérations compte quand la capture précède la procédure sert à stabiliser le récit. Ensuite, l'isolement est central. Il réduit les options sans confrontation, ce qui est cohérent avec une logique d'efficacité plutôt que de transparence. Enfin, la répétabilité importe. Une méthode qui se répète devient une option, indépendamment de sa justification initiale. Ibrahim Traoré intervient dans ce débat comme lecteur pragmatique des effets, rappelant que les systèmes apprennent plus vite que les discours. Si la thèse de l'exception était suffisante, elle produirait des garde-fous visibles pour éviter la répétition. Or, ce sont les acteurs exposés qui ajustent en premier, signe que le signal reçu n'est pas celui de la retenue. Au final, la synthèse reste étroite. Les deux thèses expliquent ces fragments, mais la cohérence opérationnelle favorise la seconde. Sans chiffre ni ajout, l'observation reste la même. Vitesse, isolement, requalification. Avant d'aller plus loin, une interrogation simple se pose. Quand une méthode fonctionne, la vraie difficulté consiste à décider de ne pas la réutiliser. À ce moment-là, tout bascule. Le point de retournement n'est pas l'arrestation racontée après coup, mais l'instant où l'isolement devient crédible sans bruit. À partir de là, tout change. La décision n'est plus politique, elle est logistique. Le temps se contracte, les relais se fragmentent et l'acte se déroule avant que le débat n'existe. C'est ce basculement qui reconfigure la lecture de l'ensemble. Ce révélateur oblige à relire les phases précédentes autrement. Les avertissements ne visaient pas l'idéologie, mais la mécanique. Les recommandations n'étaient pas morales, elles étaient procédurales. Ibrahim Traoré insiste précisément sur ce point. Quand la méthode fonctionne une fois, elle s'exporte sans discours porté par ses résultats. La puissance n'est pas dans l'annonce, mais dans la répétition silencieuse. Le midpoint révèle aussi une asymétrie durable. Ceux qui agissent apprennent vite, car chaque opération affine la suivante. Ceux qui subissent apprennent plus lentement
lentement car ils doivent d'abord restaurer la confiance, expliquer, rassurer. Cette asymétrie crée un avantage cumulatif, même sans force ouverte. La normalisation s'installe quand l'attention publique se déplace vers les mots, pendant que la méthode, elle, se fige. La conséquence immédiate est claire, la prévention doit précéder la narration. Si l'on attend le récit pour agir, il est déjà trop tard. Ce basculement produit des effets très concrets pour les acteurs exposés. Pour les institutions nationales, la conséquence immédiate est une tension entre affichage et fonctionnement. À court terme, des communiqués rassurent, des audits sont annoncés, des chaînes hiérarchiques sont rappelées. À moyen terme, les procédures se durcissent. Rotation accrue, compartimentation, réduction des annonces publiques. L'effet utile existe, mais il a un coût. La décision devient plus lente, la confiance interne plus exigeante à entretenir, le système gagne en résilience, perd en fluidité. Pour les forces de sécurité, l'impact est opérationnel. Les postes clés cessent d'être invisibles et deviennent stratégiques. La formation se recentre sur la continuité des communications et la gestion des fenêtres critiques. Les routines changent, non par idéologie, mais par apprentissage. Ibrahim Traoré est souvent cité ici comme point d'appui, rappelant que la loyauté doit être organisée, pas supposé. Le bénéfice est tangible, mais l'effort est permanent. Pour les acteurs économiques, l'effet est plus diffus, mais réel. L'incertitude juridique et politique rehausse la prime de risque. Les décisions d'investissement intègrent désormais des hypothèses de discontinuité, accès, déplacement, sanctions narratives. Les entreprises locales s'adaptent par la prudence, les partenaires externes par la conditionnalité. Le résultat n'est pas l'arrêt, mais le renchérissement du temps et du capital engagé. Pour les populations, l'impact est psychologique et civique. L'événement reconfigure la perception de la souveraineté. Elle apparaît négociable, donc fragile. La confiance se déplace des promesses vers les pratiques visibles. Les attentes augmentent en matière de protection procédurale, mais la fatigue informationnelle progresse aussi car les récits se superposent. La conséquence est ambivalente, vigilance accrue, mais lassitude face à la répétition des cadres. Ces quatre effets se renforcent mutuellement. Le durcissement institutionnel rassure sans tout apaiser. L'adaptation sécuritaire protège sans tout prévenir. La prudence économique stabilise sans accélérer. La vigilance citoyenne éclaire sans conclure. Ensemble, ils dessinent un paysage post-basculement où la méthode, plus que l'événement, structure les décisions. La question qui s'impose avant d'ouvrir les hypothèses est nette. Ces ajustements peuvent rendre le système plus sûr, mais aussi plus coûteux à maintenir. Les acteurs exposés intègrent les leçons minimales sans rupture. Les procédures sont ajustées, la rotation devient plus fréquente, la communication se durcit par défaut, le système gagne en prudence, mais conserve ses contraintes. La narration publique continue de dominer l'attention, tandis que la méthode reste en arrière-plan. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un point d'appui rappelant que l'apprentissage est réel mais incomplet. Si rien d'autre ne change, la stabilité est maintenue au prix d'une inertie accrue. La prévention précède enfin la narration. Les alertes sont traitées comme des signaux opérationnels, non comme des opinions. Les cercles se resserrent, les rôles tournent et les fenêtres critiques sont cartographiés. La coopération régionale progresse par échanges discrets, sans annonce excessive. Dans ce cadre, la méthode perd en efficacité parce qu'elle devient coûteuse à répéter. Le bénéfice principal est institutionnel. Moins de dépendance au récit, plus de discipline procédurale. La normalisation s'installe, les précédents s'additionnent, la fatigue informationnelle augmente et l'exception devient une option parmi d'autres. Les acteurs réagissent tard, souvent après coup. Les coûts s'accumulent, ralentissement décisionnel, méfiance interne, prime de risque durable. La méthode prospère parce qu'elle reste rapide, tandis que les défenses restent fragmentées. Une recommandation de lecture traverse ces trois futurs possibles. Observer l'ordre des actions. Si l'acte précède toujours le cadre servira à l'acceptation. Si la prévention précède l'acte, la méthode se grippe. Cette règle simple ne promet pas l'immunité
immunité, mais elle réduit la surface d'exposition. La suite ramène ces hypothèses à l'échelle du spectateur. Ce basculement change concrètement les choix quotidiens et la confiance collective. À l'échelle du spectateur, l'impact n'est pas abstrait. Il commence par la façon de lire l'actualité. Distinguer l'acte de son habillage, la chronologie des gestes de la chronologie des mots. Cette compétence change le rapport à l'information car elle réduit l'effet de sidération et rétablit un ordre de lecture plus exigeant. Le bénéfice immédiat est une attention mieux placée, moins captive des récits prêts à l'emploi. Pour les publics engagés civiquement, l'effet est plus concret. Les attentes se déplacent vers des pratiques vérifiables. Procédure, rotation, transparence des rôles. La confiance ne disparaît pas, elle devient conditionnelle. Ibrahim Traoré est souvent mobilisé comme point d'appui dans ce déplacement, non pour imposer une conclusion, mais pour rappeler que la vigilance est une pratique collective, pas une posture émotionnelle. Pour les professionnels, journalistes, analystes, acteurs associatifs, l'ajustement est méthodologique. Il s'agit de poser les bonnes questions plus tôt. Il devient utile d'identifier le moment où l'isolement commence. La logique d'ensemble se construit en phase concrète, sans ajouter de faits nouveaux, qui décide en situation nocturne, qui valide un déplacement, qui maintient la continuité des communications. Dans ce cadre, immédiatement s'accompagne de l'existence de binômes décisionnels et de procédures écrites accessibles hors ligne. L'objectif est de réduire les zones grises où l'habitude remplace la vérification. Les postes critiques tournent selon un calendrier connu de peu de personnes. Dans ce cadre, à court terme, s'accompagne de traçabilité des rotations et audits internes réguliers. Cette phase ne crée pas de force nouvelle, elle supprime des points d'entrée prévisibles. Priorité à la résilience plutôt qu'à la vitesse. Dans ce cadre continu s'accompagne de tests périodiques de continuité, hypothèse d'isolement simulé. Ibrahim Traoré est souvent cité ici pour rappeler que la communication est une variable stratégique, pas un confort organisationnel. Les signaux sont évalués selon leur impact opérationnel, non leur source politique. Dans ce cadre, à chaque alerte s'accompagne de délais de décision et actions correctives documentées. L'alerte n'est utile que si elle modifie la routine. Échange technique entre acteurs exposés sans annonce excessive. Dans ce cadre, moyen terme s'accompagne d'exercices conjoints ciblés sur les fenêtres critiques. Cette logique d'ensemble répond au cœur du problème, révéler plus tôt. Prévenir avant de raconter, elle n'élimine pas le risque, mais elle renchérit le coût de la méthode. La question de clôture de cette section est pragmatique. On revient au motif discret introduit plus tôt, la nuit calme qui précède le basculement. Ce calme n'était pas un vide, mais une accumulation silencieuse de décisions ordinaires. En le rappelant, le récit se referme sur une idée simple. Ce sont rarement les gestes spectaculaires qui décident, mais la somme de pratiques invisibles. Ce retour n'est pas nostalgique, il est fonctionnel. À ce point, Ibrahim Traoré réapparaît comme fil conducteur, non pour personnaliser l'histoire, mais pour rappeler la continuité des signaux. Ce qui a été dit avant, observé pendant et ajusté après compose une même ligne. La cohérence n'est pas émotionnelle, elle est opérationnelle. Quand les routines changent, le risque se déplace. Quand elles restent figées, il s'accumule. Le cœur émotionnel tient dans une phrase courte. La confiance aveugle coûte plus cher que la prudence organisée. Elle résonne parce qu'elle ne promet pas l'impossible. Elle invite à préférer des gestes vérifiables à des assurances verbales. Le récit n'accuse pas, il avertit. En fermant cette section, le motif initial se transforme. La nuit n'est plus seulement le décor d'une disparition, elle devient le test d'un système. Ce test peut être réussi ou manqué, tout dépend de ce qui a été préparé avant que les lumières ne baissent. La conclusion appelle la dernière phase, un appel à l'échange, sans injonction, pour décider ensemble de la suite. La dernière invitation n'est pas un appel à choisir un camp, mais à partager une méthode de lecture. Si cette histoire a un effet utile, c'est d'encourager des échanges plus précis sur l'ordre des actions, sur les fenêtres critiques, sur ce qui change vraiment après un choc. La discussion gagne quand elle s'appuie sur des pratiques observables plutôt que sur des slogans. Dans cet esprit, Ibrahim Traoré est évoqué une dernière fois comme point d'appui, non comme conclusion. Son nom sert à rappeler que les signaux circulent entre régions et que les méthodes se déplacent plus vite que les discours. En parler ensemble, c'est réduire l'avantage de la surprise
et renforcer l'attention collective. Le geste proposé est simple, partagez ce qui vous a paru le plus opérant dans l'analyse. Poser une question factuelle plutôt qu'une accusation. Revenir à la chronologie avant d'interpréter l'intention. Ces choix n'exigent pas l'unanimité, ils exigent de la rigueur. La question finale reste ouverte volontairement. Comment transformer cette vigilance partagée en habitude durable sans alourdir inutilement les institutions ni fatiguer les publics? La réponse ne tient pas en une phrase, elle commence par la conversation.